Madame le professeur Annabelle Derame, vous êtes le doyen d'ILIS, la faculté d'ingénierie et management de la santé. Et votre faculté forme au métier de la haute qualification en lien avec la santé. Et vous allez donc nous présenter les nouvelles formations dans les secteurs de la santé ou comment devenir manager ingénieur en santé. Bien, merci de me laisser cette opportunité. Effectivement, la faculté d'ingénierie et de management de la santé a été créée en 92 et forme, comme son nom l'indique, à ces métiers, d'une part d'ingénierie et d'autre part de management de la santé. Quand on pense au secteur de la santé en termes professionnalisants, évidemment, on pense à des métiers qui sont des métiers un peu leaders, le métier médecin, le métier pharmacien. Mais il faut savoir que dans ce domaine-là, il y a environ 200 formations, 200 métiers qui sont référencés. Donc, vous voyez, ça laisse un beau panel de métiers. Beaucoup d'autres voies de professionnalisation sont possibles, et notamment donc, pour toutes les personnes, tous les étudiants qui souhaitent accompagner ou avoir une fonction dans la santé des populations. Donc, ce sont des métiers qui regroupent toutes ces particularités-là. L'autre domaine des métiers de la santé, c'est que, et l'université, c'est le lieu pour cela, c'est qu'alimenté par une recherche de pointe, ces métiers sont en constante évolution. Absolument. On voit l'évolution des traitements, on voit l'évolution de la qualité des produits qui sont mis en place sur le marché. Donc, quand on parle de nouveaux métiers de la santé, effectivement, régulièrement, et ça fait même partie des difficultés que l'on a de faire une liste de ces métiers parce que régulièrement, on doit l'alimenter, la faire évoluer. Des métiers dans l'ingénierie, on va tout de suite parler et citer, pour être concret, d'intelligence artificielle, de télémédecine, tout ça, ce sont des nouveaux métiers. On parle aussi au sein de métiers qui ont plus de recul, d'évolution des pratiques. Quand on parle de logistique en santé, je pense que tout le monde va comprendre très vite l'importance de ces métiers ou l'importance compris ces métiers quand on parle de logistique, d'acheminement de vaccins ou de masques, par exemple. Donc, il faut bien des managers, des logisticiens, des personnes qui gèrent les flux de toute nature, des déchets, des personnes, des repas dans les établissements de soins. Et donc, il y a une forte connivence, je dirais, ou un apprentissage socle est nécessaire au métier du management et de l'ingénierie de la santé. Donc, voilà pour une présentation, je dirais, un petit peu générale, pour sortir un peu du domaine soignant au sens strict de la santé. Il y a aussi comment bien gérer la santé de manière plus globale. Alors, pour ce qui est des trois grandes filières auxquelles nous, on forme à l'ILIS, les mots-clés sont, comme je l'ai dit, l'ingénierie, j'expliquerai tout cela en détail juste après, le management et la qualité. Je vais commencer par la qualité. On a besoin de personnes qui, en santé, vérifient, contrôlent, approuvent ce qui se passe, les produits qui sont mis en place, que ce soit avant leur mise sur le marché, mais aussi pendant. On a besoin de ces reculs-là. Donc, on a besoin de scientifiques qui, une fois que, prendre un exemple, je vais prendre celui des attachés de recherche clinique, par exemple. Donc, une fois qu'une molécule est mise sur le marché et utilisée et autorisée, bien sûr, le fait de l'administrer aux différents patients nous donne un retour d'expérience qu'il est important d'exploiter pour voir si telle ou telle molécule fonctionne mieux sur un patient qui serait diabétique ou qui aurait une nutrition artificielle plutôt qu'une nutrition de type classique. Donc ça, c'est le genre de métier. Vous voyez tout de suite, quand je décline ça, toute l'ingénierie qui est nécessaire pour le faire, la forte appétence pour la science et la rigueur scientifique qui en découle, mais aussi, et c'est presque la richesse de nos métiers, le fait de pouvoir être en contact avec différents acteurs et de discuter sur ce que je vais appeler la performance et l'optimisation des performances de manière générale.
Et puis, si je veux prendre un autre exemple, je vais essayer d'illustrer tout le panel des métiers auxquels on forme à l'ULIS. On a aussi tout simplement des responsables qualité en filière agroalimentaire, donc des personnes qui font en sorte que dès que le produit sort de l'industrie agroalimentaire, il n'engendre pas de problèmes de santé dans la population, donc des produits qui prouvent leur innocuité. Donc on forme aussi euh, des responsables qualité dans ces domaines-là et dans différents domaines, mais je ne vais pas tous vous les citer, ça serait beaucoup trop long. Et ça, ce n'est que pour l'option qualité. Euh, je vais passer maintenant au deuxième point, c'est-à-dire celui qui s'adresse au management, donc au management des établissements de santé. Comme je le dis, l'ILIS, et puis c'est son métier historique, forme des gestionnaires de ces établissements. Alors, évidemment, comme on peut le déduire, ce ne sont pas des médecins, mais ce sont des personnes qui sont des gestionnaires, donc qui ont des connaissances dans la gestion d'établissements. On parle de comptabilité, on parle encore une fois de logistique, mais aussi de ressources humaines, que sont les médecins, que sont toutes les équipes d'aides-soignants, de personnel qui interviennent dans ces établissements, mais aussi des interactions nécessaires, bien sûr, avec les patients, avec les aidants, avec les familles. Donc, on forme à l'ILIS des personnes qui sont en capacité de gérer ces établissements, et je n'ai pas besoin d'insister beaucoup pour qu'on ressente tout de suite l'importance, là encore, d'être rigoureux dans ces métiers et de les faire. Évidemment, on est en train, on s'occupe soit de la santé, soit du vieillissement, soit du handicap, soit de la petite enfance. Et là, je cite des établissements qui sont essentiellement sanitaires, mais ça sera exactement la même chose dans les établissements médico-sociaux, voire sociaux. Donc, on a besoin de personnes qui soient empathiques, qui aient un bon sens relationnel, mais qui soient aussi extrêmement rigoureux dans leur gestion pour apporter le meilleur service. Et puis, comme je le disais, quand on fait ce métier-là, on doit aussi gérer les entrées et les sorties des personnes. On doit gérer, j'allais dire, de la fourche à la fourchette, du déchet aux produits de soins. Donc, on doit gérer tout ça. Donc, à l'ILIS, on a la chance d'avoir énormément de professionnels dans ces domaines, et j'en reparlerai tout à l'heure sur l'ILIS, en tout cas, sur ce qu'on peut apporter de l'ILIS. Donc, c'est quasiment un apprentissage par les pairs qui est organisé, c'est-à-dire que ce sont des professionnels qui sont en fonction, qui viennent former nos étudiants, qu'ils soient en formation initiale ou même en formation continue, des problèmes, des personnes pardon, qui sont en reprise d'études ou en formation tout au long de la vie, ce qui est un public important et cher à nos yeux en tout cas à l'ILIS. Je vais parler, et je m'arrêterai là, effectivement, de tous les métiers qui sont liés à l'ingénierie de la santé. Et là, ça va être gageur d'essayer de ne pas en oublier. Je vais tout de suite citer notre nouvelle filière, ou la filière la plus récente, pour être plus précise, qui est la filière de data science en santé. Donc, les nouveaux appareils, la progression en santé, les mesures, les évaluations en santé fait qu'on dispose d'un pool d'informations qui est important et qu'il est nécessaire de savoir structurer, analyser correctement pour, là encore, ne pas perdre ces informations et en tirer le maximum d'interprétations qui vont nous permettre de progresser, soit dans nos systèmes de soins, soit dans nos systèmes de prise en charge, par exemple, des patients, soit plus globalement en lien avec l'environnement, dans l'amélioration de la qualité de l'environnement pour l'amélioration de la santé des personnes. Donc, une filière en data science, ça c'est sûr. Je viens d'évoquer le mot qualité de l'environnement. Donc, on a aussi une filière qui s'appelle la filière CAST, qualité, environnement, santé et toxicologie, où là, de manière générale, on forme des évaluateurs de risque et des toxicologues qui sont en capacité, que ce soit en population générale ou en entreprise, qui soient en capacité
d'évaluer quel est l'impact d'une dégradation de la qualité de l'environnement, une qualité de l'air extérieur ou une qualité de l'air intérieur dans une entreprise, et voir quel impact cela peut avoir sur la santé des travailleurs ou de la population générale. Ça, c'est une deuxième filière. On a une troisième filière qu'on appelle Healthcare Business et recherche clinique. Donc, vous l'avez dans le titre, cela s'entend, on traite, et là à l'échelle plutôt internationale, du marketing en santé, voilà, si on veut exprimer ça comme ça, c'est-à-dire de la mise sur le marché des produits et des dispositifs de santé, donc en formant des ingénieurs d'application, donc des personnes qui seront en capacité, là encore, de discuter avec le client. Si le client est un chirurgien, il faut être en capacité de discuter avec lui, mais aussi donc, avec un côté business qui est associé à ça, force de vente, etc. On a une filière en lien avec l'ergonomie. Là encore, on est dans la santé et dans le bien-être aussi de différentes populations, que ce soit des travailleurs ou en entreprise, en différentes sortes d'entreprises en tout cas. Et puis, là encore, on a une filière mais, qui traite du management, mais j'en ai déjà un petit peu parlé, donc je vais m'arrêter là. Alors, j'espère ne pas avoir oublié de filière, c'est ma grosse crainte. Voilà. Donc, on a quelques filières, alors, deux filières un peu plus spécifiques que je n'ai pas citées. Donc, on a une filière d'ingénierie des métiers de la rééducation fonctionnelle également. Autrement dit, on accueille un public qui est essentiellement un public de kiné, je ne vais pas réussir à le dire, de kiné, voilà, tout simplement. Et puis, on revoit avec eux, dans le cadre d'un master, les fonctions qui permettent la gestion justement de leur entreprise ou d'un établissement, de leur établissement pour être plus exact. Et la deuxième filière, et je m'arrêterai là un petit peu pour prendre une respiration, c'est une filière à l'international. C'est un diplôme européen avec nos partenaires de Porto et Hambourg qui s'appelle EMMA et qui, là aussi, traite du management sectoriel en santé, évidemment, et là, à l'échelle européenne. Donc, c'est un diplôme dont les cours sont principalement dispensés en anglais et qui se répartit sur les 3 pays, sur le Portugal avec l'Université de Porto, sur l'Allemagne avec Hambourg et bien sûr avec nous. Donc les étudiants vont faire un semestre plus un stage dans chacun de ces pays, ce qui leur confère un diplôme, un triple diplôme pour nous dire, un diplôme reconnu au niveau européen. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai déjà dressé un portrait assez conséquent, je dirais, de l'ILIS. Je vous remercie pour toutes ces informations. Là, vous avez beaucoup parlé des poursuites d'études finalement à ILIS. Et je pense que les lycéens seraient intéressés de savoir quelles sont les spécialités au bac que vous recommanderiez pour suivre une licence axée santé, sciences pour la santé ou sciences sanitaires et sociales. Alors, c'est une question qui nous a posé, qui a entraîné la réflexion chez nous, et on a besoin des 3. On a besoin de toutes les options. Et c'est ça qui a entraîné. Donc, la réponse que l'on fait à cette question, et qu'on a déjà fait au salon l'année dernière, ou sur les salons, dès qu'on est contacté par les étudiants, c'est de dire, choisissez les options dans lesquelles vous allez être les meilleurs pour avoir le meilleur dossier. Voilà, ça c'est notre réponse. Et quand vous serez à l'ILIS, nous avons des modules qu'on appelle des modules de remédiation, c'est-à-dire qu'on remettra à niveau ou qu'on vérifiera en tout cas le niveau qu'ont les étudiants dans l'option qu'ils n'ont pas faite. Très bien.
Voilà. Donc, on compensera, je dirais, le mot compenser n'est pas très joli, mais on fournira des cours pour l'option qui manque, parce qu'on a vraiment besoin des 3 options. Donc, la stratégie, c'est d'optimiser son dossier. Très bien. Voilà. Et nous avons eu un retour également d'une question qui concerne encore si un lycéen arrive en LAS, donc licence accès santé, encore une fois Sciences pour la santé ou Sciences sanitaires et sociales, et si l'étudiant n'accède pas à la 2e année d'études de santé, donc en faculté de médecine, que peut-il faire après cette première année? Donc, Alors, il y a 2 options en fonction de ses résultats. Tout d'abord, il dispose, comme tous les étudiants, d'une 2e chance. Donc, il peut continuer sur cette filière-là en L2 ou en L3 pour peu qu'il ait eu la moyenne, au moins qu'il passe à l'année supérieure, et tenter une 2e chance, une 2e fois les études en santé. Il y a une autre possibilité, donc on ouvre et on offre une double possibilité, c'est celle de continuer dans la licence 2 classique, donc licence 2 SPS ou donc Sciences pour la santé, ou licence 2 3S, Sciences sanitaires ou sociales. Voilà, et suivre un parcours classique. Alors la L2 va être encore en promotion avec quelques options, mais essentiellement en promotion. Et puis, cela permettra, en tout cas pour les étudiants qui poursuivent ensuite en L3, de choisir un parcours qui conduira plus ou prou à sélectionner l'un de nos 3 masters, donc management sectoriel, ingénierie pour la santé ou nutrition et sciences des aliments. Donc, c'est en licence 3, essentiellement, que se fera le distinguo et le premier choix d'option de parcours. Bien. Je continue sur une question qui concerne toujours la licence Accès Santé, Sciences pour la santé. Si l'étudiant choisit de préparer le concours kiné, combien y a-t-il de places? Alors, il y en a 32 pour les primo-accédants et 14 pour ceux qui passeront la 2e chance. D'accord. Et pour ces étudiants en question qui prépareraient kiné, ont-ils la possibilité de s'inscrire à d'autres spécialités qui mènent au métier de la santé, donc la spécialité médecine, pharmacie, chirurgie dentaire ou maïeutique, en plus Oui, tout à fait. de kiné? Tout à fait. Donc, pour les SPS, donc Sciences pour la santé, on a l'habitude de dire qu'ils peuvent postuler à MMO-PK, donc médecine, maïeutique, odonto, pharmacie et kiné. Et pour les 3S, donc tout sauf kiné, pour faire plus simple. MMOP. Parfait. Est-ce que les formations que vous proposez à ILIS sont professionnalisantes? Vous parliez de Oui. stage. Oui, ça fait partie, j'allais dire, de notre marque de fabrique. Pour vous dire une phrase d'historique, nous sommes un ancien IUP. Donc, le P veut dire professionnalisant. Donc, on a gardé les bonnes manières et les bonnes pratiques de nos débuts. Alors, par plusieurs biais, et vraiment, ça donne la philosophie de l'ILIS. Donc, oui, on a une politique de stage très, très active. Il y a au minimum un stage par année. Donc, c'est-à-dire un stage de 2 mois en L2, 2 stages de 2 mois en L3, et puis dès qu'on est en master, on a un stage de 5 à 6 mois en master 1, puis en master 2. Alors, je parle de stage, cela peut aussi être, pour l'instant en master 2, mais on réfléchit beaucoup à étendre le dispositif. Cela peut être aussi un contrat pro ou une formation en apprentissage. D'accord. Donc,
si je peux compléter ma Oui, bien réponse, sûr. donc on a cette dynamique de stage. On a également la chance d'avoir dans notre euh, groupe de travail beaucoup de PAST. Donc des PAST, ce sont des professeurs associés. Donc ce sont des personnes qui ont des activités professionnelles. Donc ils travaillent par ailleurs, mais ils ont, ils interviennent à l'ULIS évidemment et ils ont un rôle majeur et des missions dans la création pédagogique et dans la conduite pédagogique de nos diplômes. Donc les diplômes sont faits bien sûr par des enseignants universitaires, mais en lien étroit avec des professionnels qui sont en place. Ce qui veut dire que chaque année, et dès qu'il le faut, on réévalue nos formations et nos pratiques de manière à coller, à être très très corrélés aux connaissances et aux compétences nécessaires sur le marché du travail, et puis voire même à les devancer, à donner des compétences qui sont utiles et qui sont des valeurs ajoutées au moment du recrutement. Donc on a ces stages, on a ces contrats de professionnalisation, on a les PAST, comme ils les appellent, on a aussi beaucoup de vacataires. Il faut savoir qu'environ 300 à 350 intervenants professionnels euh, arrivent dans nos formations et interviennent dans nos formations. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée qu'on cultive par des journées d'immersion professionnelle, par des petits déjeuners avec les pros, par un forum des entreprises. Ça fait vraiment partie de notre culture. Très bien. Et puisque l'intitulé de cette conférence est les nouvelles formations dans les secteurs de la santé, est-ce que cela signifie des nouveaux moyens d'apprentissage? Alors oui, ça aussi c'est quelque chose, je vais dire ça comme ça, on aime bien le challenge, donc on essaie, des choses. Et on s'investit dedans. On a notamment, et je vais commencer par, alors, tout d'abord, le contexte nous a permis de développer un petit peu plus l'enseignement à distance et les outils qui sont en lien avec cela. On a beaucoup appris ces derniers mois, donc avec le fait de manipuler des outils. Donc finalement, on a eu un retour plutôt satisfaisant des étudiants, tels Booklab, des petits outils de quiz qui dynamisent, les enseignements. Mais en parallèle à ça, bon, nos salles sont équipées de VDI, etc., de tableaux interactifs. Là encore, pour avoir une pédagogie, je dirais, dynamique, on a mis en place des serious games, notamment en contrôle de gestion, qui est comme ça, quand on le dit comme ça, c'est pas la matière la plus rigolote de la Terre, mais enseigner différemment, finalement, on a une adéquation et des étudiants qui révisent leurs cours en dehors des heures assez classiques et qui jouent à ces serious games. Et puis, on a des évaluations numériques par le biais d'une plateforme qui s'appelle Open. Donc là aussi, ça diversifie un peu les méthodes et les modes d'évaluation. Donc ce qui n'est pas juste une transcription informatique de ce qu'on faisait habituellement par papier. Il y a de la réflexion derrière et l'idée, c'est le learning analytics, c'est-à-dire l'expression des résultats et ce qu'on peut en dire et est-ce qu'on peut designer ou définir un profil d'étudiant en se disant, ben, tiens, voilà, cette connaissance-là ou cette compétence-là, lui, il ne l'a pas vraiment acquise. Donc, c'est la finalité. Hein, pour l'instant, on est sur le chemin. Et je terminerai aussi par ce qui pour l'instant, est très valorisé chez nous et a raison, c'est qu'on a ouvert un laboratoire d'expérience immersive, donc avec des formations qui prendront corps, je l'espère, très vite dès qu'on pourra avoir des étudiants en réalité virtuelle et en réalité augmentée, par le biais donc d'un L immersif. Donc on est vraiment immergé en situation. Et ce qu'on a voulu et ce qui me semble encore original par rapport aux autres plateformes, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des personnes qui observent.
D'habitude, quand on rentre dans une chambre de simulation, c'est un nombre très restreint d'étudiants. Mais là, les étudiants de la classe peuvent rester observer. Et puis, bon, il y a une espèce d'apprentissage par émulation, comme ça, de toute la classe, de tout le groupe. Donc, on peut faire de l'immersion pour un groupe, ce qui est assez original. Bon, je vais m'arrêter là sur le Lexime, je pourrais en parler pendant des heures. Mais donc, c'est un beau projet qui vient d'un projet d'investissement d'avenir. Donc, on a eu des fonds assez conséquents pour cela de l'ANR et on est aussi soutenu par la Fondation de l'Université de Lille. Très bien. Ce projet. Alors là, je vous propose que l'on se projette un peu pour les lycéens. La question est, après l'obtention d'un diplôme d'infirmier, comment intégrer la licence sciences pour la santé ou bien la licence sciences sanitaires et sociales? Y a-t-il une passerelle? Comme n'importe quel étudiant, la formation tout au long de la vie, je l'ai déjà mentionné en filigrane à plusieurs reprises, mais pour vous donner un ordre de grandeur, à l'ELIS, on a environ un tiers de notre public qui est en reprise d'études ou qui est en recherche de validation de compétences. Donc on a cette habitude d'avoir des professionnels qui viennent continuer ou asseoir leurs compétences. Donc là, dans le cas précis j'ai cité tout à l'heure les kinés, par exemple, dans le cas précis des infirmiers, des infirmières, eh bien, il suffit tout simplement de postuler sur e-candidat. Et puis, on étudie le dossier. C'est quelque chose que l'on fait très, très classiquement depuis quelques années maintenant. Et en fonction du dossier qui nous sera soumis, évidemment, on l'étudie et puis on donne suite ou pas. Et bien sûr, l'étude n'est pas faite que pour sélectionner, elle est faite pour orienter surtout l'étude du dossier. Donc là, on sera en mesure de conseiller la personne qui postule, d'une part sur son projet professionnel et sur l'adéquation de ce qu'on peut lui apporter, et d'autre part aussi, il ne faut pas avoir de crainte, on l'oriente sur le niveau auquel elle doit commencer. C'est-à-dire soit en licence, parfois même en master. Ça dépend beaucoup du nombre d'années d'expérience. S'il y a un peu d'expérience, on peut directement atteindre la première année de master. Très Si bien. on vient directement du cursus infirmier, là, il faudra envisager une licence quand même. Très bien. Et pour finir, quels sont les atouts ou les spécificités de votre faculté ILIS? Ce que l'on peut mettre en avant? Alors, j'ai déjà beaucoup parlé du côté stage, mais vraiment, ça ferait la différence. Donc, je vais pas y retourner pour garder l'auditoire. Mais bon, là, il faut il faut croire, mais oui, il faut croire. Il y a des stages vraiment, et puis il y a c'est assez rodé. On valide Alors, on est présent pour les étudiants s'ils ont besoin. Néanmoins, ça reste une démarche que l'on demande à l'étudiant. S'il trouve un stage, s'il en trouve 5 en l'occurrence, puisqu'on en a 5 dans notre cursus, il sera plus armé pour trouver un job après. Donc voilà. Mais on a une structure de validation des missions pour bien valider que les missions de stage qui sont données sont des vraies missions, d'une part, et lui permettent de progresser, d'acquérir les compétences et sont au bon niveau, au bon moment aussi. Pas de stage au rabais, il faut vraiment qu'il y ait une progression. Donc ça, c'est regardé, hein. C'est étudié. Donc, je lui ai dit que je ne parlerai pas des stages, donc je vais m'arrêter là. Mais c'est vraiment une valeur ajoutée. Après, il y a d'autres choses. Il y a le côté international. Je l'ai cité à travers Emma, mais on a aussi des enseignants de langue qui sont extrêmement investis et qui ont, bien sûr, il y a une pratique de la langue, mais elle est extrêmement adaptée au métier auquel on forme. Donc, il y a eu un gros travail d'échange et de collaboration entre les équipes et fait par les enseignants de langue pour savoir ce qui serait utile à nos étudiants dans leur monde professionnel. Donc ça, et puis on a des stages à l'international, ce qui mixe les deux choses. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. On a aussi, et je vais le donner comme, on a une taille raisonnable. Nous sommes université, donc on a quand même des cohortes notre plus grosse cohorte peut atteindre 300 étudiants.
Mais malgré tout, très vite, on est en spécialité ou en groupe et on a une relation qu'on essaie la plus proche possible avec les moyens qu'on a avec nos étudiants. Donc, on a quand même un accompagnement, alors qui ne paraît jamais suffisant, hein, c'est très clair, hein, ça ne paraît jamais suffisant, mais qui est quand même important. On a une empathie forte vis-à-vis de nos étudiants, mais je pense que là, tout le monde dirait ça aussi. Mais globalement, ça nous plaît beaucoup d'interagir avec nos étudiants. On les écoute. Il y a là encore des rencontres avec eux assez régulières, des conseils, leur participation est demandée sur des conseils, etc. En termes, je terminerai par deux choses et deux derniers arguments. Le, le dernier, c'est les enquêtes d'insertion. Moi, j'invite tout le monde, tous les étudiants qui sont intéressés par les formations à l'ELIS, on insère professionnellement de manière très, très correcte. Quand je dis très, très correcte, voilà. J'invite tout le monde à les regarder. On est très content des résultats d'insertion de la dernière enquête de l'université. Donc ça a tendance à démontrer que nos formations se portent bien. Et puis le dernier point, c'est un aspect vraiment pratique. On est bien situé, on est sur la zone de la santé, avec des facultés amies et recherche et d'échanges sur les disciplines de santé qui se voient très, très synergiques, d'une part, et puis de manière très, 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 très pratico-pratique. Le RU est là, le Learning Center est là et le métro est là. Donc on est bien desservi, on a de quoi se restaurer et puis on a de quoi apprendre aussi, puisque c'est quand même le but. Le but est, on dira la chance, nous. On considère que c'est une chance. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Madame le professeur de Rame, pour votre intervention. Et je remercie également les personnes qui ont suivi cette conférence, ainsi que l'équipe technique pour son assistance et son accompagnement. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.